Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le maire de la ville de Meaux, également évidemment ancien ministre. Nous allons largement parler de la situation très évolutive sur l'Ukraine avec le discours cette nuit de Donald Trump et ce soir du président de la République Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire réagir à l'annonce hier du parquet de Nanterre qui a donc requis un procès pour meurtre du policier ayant tiré sur Naël suite à un refus d'obtempérer. Cela avait aussi occasionné des émeutes un peu partout en France, notamment dans votre ville de Meaux. De nombreux policiers, Jean-François Copé, des syndicats de policiers se sont émus de cette annonce, y voyant une mise en danger de tous les policiers sur le terrain. Le député de la France Insoumise, Thomas Porte, a dénoncé sur X une mise à mort de la part du policier. Le ministre de l'Intérieur a réagi, rappelant la présomption d'innocence de ce policier. Pourquoi on la foule aux pieds, cette présomption d'innocence? Bon, d'abord, moi, je comprends évidemment l'émotion des policiers. Comment ne pas partager cette inquiétude par rapport au risque d'instrumentalisation d'une décision du parquet. Bon, moi, je ne commente jamais les procédures en cours, et donc c'est le fait que je sois avocat fait que je m'impose de ne jamais les commenter. Et en plus, on ne connaît pas le fond du dossier, et on verra ce que dira le procès, mais vous avez raison de le rappeler. S'il y a procès. S'il y a procès, exactement. Et vous avez raison de le rappeler, il y a la présomption d'innocence. Et donc les propos des députés d'extrême gauche sont, comme d'habitude, indignes. Ce sont des gens qui ont une vision de l'état de droit qui est tout à fait à géométrie variable selon ce qui les arrange. Et c'est tout à fait condamnable. J'avais rappelé qu'il y avait eu également des violences dans votre ville de Meaux. Il est vrai, assez rapidement stoppées. Oui, on les a contenues d'abord parce qu'on a une chaîne de sécurité qui est très au point à Meaux. Police municipale, police nationale, parquet. Ouais. Il y a eu très vite, grâce aux caméras, des interpellations qui ont été faites, des jugements qui ont été rendus, et on est allé très vite. C'est tout le problème de ces nombreuses villes dans lesquelles les maires refusent d'avoir des caméras en nombre suffisant, d'avoir des policiers municipaux armés, et qui expliquent toute la journée que c'est de la faute de l'État, ce qui ne règle rien et qui fait monter évidemment l'extrême droite. Jean-François Copé, sur le dossier brûlant ukrainien, prise de parole ce soir d'Emmanuel Macron à 20h. Cette nuit, Donald Trump a déclaré que Zelensky était prêt à s'asseoir autour de la table des négociations. Donald Trump qui a également précisé qu'il y avait des signaux positifs de la part de Moscou. Est-ce qu'il faut désormais accepter cette situation, que ça nous plaise ou pas? Trump est le nouvel homme fort de l'ordre mondial et peut-être même de la paix. Bon, d'abord, moi, je voudrais quand même vous dire une chose, puisque je m'exprime avec vous sur ce sujet, c'est que je fais partie d'une génération qui vit tout ça très douloureusement. Parce que ma génération, c'est celle qui a été élevée par nos parents, par un certain nombre de nos professeurs, dans le culte de la relation entre les États-Unis, la France, les États-Unis et l'Europe. Parce qu'il y a eu les deux guerres mondiales, parce qu'il y a 250 ans de liens, depuis 1776, hein, et voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire la constitution finalement d'un axe Trump, Poutine, Xi Jinping. C'est-à-dire trois pays qui ont aujourd'hui, et je suis malheureux de voir les États-Unis... En quoi êtes-vous surpris ? En quoi je suis surpris ? Donald Trump avait annoncé ce qu'il... Ah mais non, mais ça je suis d'accord avec vous, mais reconnaissez avec moi quand même que c'est un changement absolument majeur de doctrine. C'est-à-dire qu'on entend un président américain expliquer, comme le fait Poutine, que finalement, annexer des territoires, il a parlé du canal de Panama, il parle du Groenland, il parle du Canada, donc ça légitime toutes les formes d'annexion. Je rappelle que le principe même des démocraties, c'est de respecter l'intégrité territoriale. Les États-Unis ne sont pas une démocratie ? Bien sûr, c'est tout le problème. Et c'est en cela que je vous dis vivre tout cela de manière très douloureuse. Et quand j'entends Trump dire tout le mal qu'il pense de l'Europe, je me dis, mais il se trompe là. C'est vraiment de nous dont il doit penser du mal. Et pourtant, M. Copé, Zelensky va s'asseoir autour de cette table avec lui, probablement M. Poutine. Alors nous aurons peut-être un strapontin au mieux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Je pense qu'à ce stade, on n'aura même pas le strapontin, parce que tout ça s'est fait dans des conditions où nous avons fait, appelons ça maintenant une erreur historique, qui était d'accepter le parapluie américain. Et je le dis d'autant plus pour les autres pays européens que pour nous, parce que on a gardé ça du gaullisme, cette idée de dire, nous on garde quand même une puissance nucléaire, on garde une indépendance sur un certain nombre de sujets. Mais pour autant, et vous le voyez bien, nous avons une triple dépendance aujourd'hui, une dépendance énergétique avec la Russie, une dépendance économique avec la Chine et une dépendance militaire avec les États-Unis. Donc tout est à reconstruire. Est-ce que finalement il ne faut pas dire merci ?
Alors, Merci écoutez, à Donald Trump de nous avoir réveillés. Je vais vous dire, Sonia Mabrouk, je lis ce discours de temps en temps, c'est-à-dire finalement ils sont formidables ces Américains, ils nous stimulent. Et je pense qu'on a d'autres manières de rendre hommage aux Américains. La réalité de tout cela, c'est qu'effectivement, nous commettons une erreur historique depuis des années, c'est que nous avons perdu le sens du tragique, parce qu'il n'y a plus de guerre en Europe, et c'est heureux, mais du coup, on n'est plus capable de dire à nos populations: continuons de faire des efforts pour préserver la paix. C'est ce qu'on nous avait dit, qu'on allait toucher les dividendes de la paix. Voilà. On les attend toujours. Écoutez, pour l'instant, on n'est pas dans des dividendes, on est plutôt dans des déficits. Alors, jusqu'où? Parce que le Premier ministre François Bayrou a déclaré hier à l'Assemblée nationale cette phrase quand même. La France cherche à réunir tous les moyens possibles pour compenser le gel de l'aide militaire américaine. Dites-nous, selon vous, qui va remplacer les Américains? Quel argent? Quels moyens? Qui sort le chèque? Je vais vous dire, de toute façon, c'est très simple. Vu les niveaux de déficit que nous avons tous atteints, et notamment nous les Français, à force de laisser filer les dépenses sociales dans des proportions folles, on est aujourd'hui au pied du mur. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir effectivement sortir les dépenses militaires des critères de Maastricht. Ça fait quand même longtemps qu'on le demande. Deuxièmement, il faut qu'on fasse, nous, des efforts. Et quand je dis des efforts, c'est pas, comme je l'entends des socialistes ou de Monsieur Lombard, d'augmenter les impôts. C'est des efforts en baissant les dépenses. Et je vais même plus loin. Il faut proposer un pacte aux Français. C'est de leur dire: nous sommes en risque et en danger. Donc on va faire un contrat ensemble. Et moi, je pense que demain, la droite, si elle veut renouer avec le courage, c'est de dire aux Français: je vous demande de travailler un peu plus, cela va permettre de produire un peu plus et donc de financer la garantie de la sécurité en France et en Europe. C'est important ce que vous disiez. Sur CNews Europe 1, vous dites que toutes les erreurs passées, où parfois les dépenses militaires ont été une variable d'ajustement, on va devoir, nous, les citoyens, les compenser aujourd'hui. Mais sauf que les compenser, ça ne doit pas être en augmentant les impôts, qui sont déjà beaucoup trop élevés, mais d'accepter de travailler plus longtemps. Quand je dis plus longtemps, je parle évidemment de repasser de 35 à 39 heures. Pourquoi je dis ça? Et quel est le lien avec l'Ukraine? Le lien avec l'Ukraine, c'est que si nous ne produisons pas plus, eh bien forcément, nous accumulons les déficits. Donc pour se réarmer, il faut se désendetter. Pour se réarmer, il faut produire plus français, il faut réorganiser notre appareil de production, il faut, grâce à cela, générer de la croissance qui financera la baisse des déficits et le financement du réarmement. Que de temps perdu. Bien sûr, Sonia Mabrouk, mais dites-moi, ça fait combien de temps que la droite n'est plus au pouvoir? Justement. Voilà, c'est tout notre sujet. J'allais vous citer un ancien Premier ministre que vous connaissez bien, dont je ne sais pas quel est l'état de vos relations en ce moment, François Fillon. Dans un grand entretien à Valeurs Actuelles, il a affirmé qu'européaniser la dissuasion nucléaire serait, ce serait le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la France. Oui, d'accord. Il a raison, totalement raison. J'ai lu son interview, je ne suis pas d'accord à 100%, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes dedans. Je le lui ai d'ailleurs dit. Mais il n'est pas question d'européaniser la dissuasion nucléaire. Il est question simplement d'élargir le bouclier nucléaire que nous sommes capables de faire. Évidemment que là-dessus, il n'y a pas de débat. Bien sûr que c'est le président de la République française qui garde la maîtrise du bouton. C'est sûr, vous signez. C'est-à-dire que demain, on ne dira pas « Ah, mais regardez, on a encore dépassé ce garde-fou-là ». Attendez, alors là, pour le coup, ça c'est inimaginable. Inimaginable. Mais en revanche, ce qui est capital, c'est de comprendre que la France, elle ne va pas pouvoir faire ça toute seule. Elle n'a pas le même nombre d'ogives nucléaires que les autres. Et puis, on rappelle que l'objectif de l'arme nucléaire, c'est la dissuasion. C'est pour empêcher la guerre. Donc, on voit bien derrière tout cela que ça ne suffira pas de simplement dire on va refaire des dettes et on va continuer d'emprunter. Il va falloir appeler massivement les industriels, faire du financement privé, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que l'épargne privée vienne au secours de la dépense publique et qu'on accepte de mobiliser tous les moyens, et donc de lever tous les tabous. C'est ça qui est en jeu, en réalité. Une des dernières C'est ce que vous souhaitez que le président annonce ce soir, si je comprends bien. Écoutez, le président... Vous y croyez encore? Le président, c'est malheureusement un colosse au pied d'argile. Il est dans une situation où il n'a absolument pas les moyens politiques nécessaires. On le voit bien sur l'Algérie, on le voit sur tous les sujets. Bon, donc voilà, la réalité, c'est que nous avons, un impératif absolu, c'est de mobiliser tous les moyens. Il y a une arme qu'on n'a pas suffisamment utilisée, c'est l'épargne privée. Il y a des milliards qui aujourd'hui... Ils y pensent aussi. Mais donc il faut réorienter sur de l'investissement industriel et naturellement militaire. Et au final,
on entend la critique d'Emmanuel Macron. Il y a une constance chez lui qui est quand même le fédéralisme européen. Est-ce que vous êtes pour cette voie-là, un pas et un saut vers un fédéralisme, c'est-à-dire une armée européenne, une dissuasion, on a compris nucléaire, mais élargie, pas mutualisée, et finalement Ursula von der Leyen un peu en chef d'orchestre? Non, ça c'est pas imaginable. Elle est trop affaiblie elle-même, on le voit bien. Non, mais le sujet, c'est pas celui-là. Il ne s'agit pas de faire une armée européenne. Il s'agit de créer une dynamique européenne sur des problèmes de défense. Il n'est pas question de mutualiser la totalité des moyens, mais faire des projets industriels en matière de défense qui soient avec plusieurs pays, bien sûr. Ça s'appelle des partenariats. Donc vous n'êtes pas pour une défense européenne, vous êtes pour des défenses nationales vous savez pour des États-nations. Je pense qu'à un moment, on est trop dans les mots et la sémantique. En fait, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est que les États, bien entendu, et ça n'est pas mis en cause, maîtrisent leur défense. Mais c'est surtout qu'un certain nombre d'États qui ne font quasiment rien dans ce domaine s'y mettent, à commencer, bien entendu, par nos amis allemands. Et le nouveau chancelier... Et qu'ils achètent européens quand ils s'y mettent. Et qu'ils achètent européens. Mais ça, j'espère que tout le monde a quand même compris ce que ça coûte d'acheter des avions américains dont les Américains gardent les codes d'accès. Bon, c'est ça aussi qu'on paye. Donc, moi, je vais vous dire, quand j'entends Trump critiquer l'Europe, ça me fait tristement sourire, parce que je rappelle que c'est les Américains qui ont imposé depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ce système, le plan Marshall, tous les échanges que nous avons mis en place, la protection militaire pour des pays qui n'avaient plus le droit de se réarmer. Enfin, maintenant, les temps ont changé et c'est tout ça qui doit être sur la table. Pour ça, il faut un axe franco-allemand. Et cet axe franco-allemand, les Allemands, ils ont la chance d'avoir un chancelier qui va pouvoir faire une coalition qui va tenir la route. Nous, on n'a pas cette donne-là, malheureusement. Alors, une donne qui a changé aussi sur un autre dossier brûlant, Jean-François Copé, c'est le dossier algérien. Emmanuel Macron a marqué une nette différence avec le Premier ministre et Bruno Retailleau, ce qui s'apparente quand même à un désaveu de leur ligne. Et si l'on en croit son entourage, tel que cela a été écrit dans le Figaro hier, le président français craint des tensions communautaires. Oui, est-ce que c'est la peur qui nous guide ? Non, mais d'abord, cette histoire de tension communautaire montre à quel point il manque, parmi tous les diplômes et toutes les écoles qu'a pu faire M. Macron avant d'être président de la République, il lui manque, allez, je le dis un peu comme ça, l'école de mots. Voilà, c'est-à-dire celle du terrain. Et il comprendrait très vite qu'en réalité, il n'y a absolument aucun risque de voir des tensions de la communauté franco-algérienne dans les quartiers, parce qu'alors à ce moment-là, la communauté franco-marocaine dirait à la communauté franco-algérienne, on se calme. Bon, donc c'est pas comme ça que c'est-à-dire qu'on essentialise chaque communauté. Mais c'est insupportable, et c'est pas la vérité. Alors à cause de ça, on va affaiblir la France. Tout ça n'a aucun sens. Et puis moi, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'Algériens qui trouvent cette situation insupportable, et à juste raison, parce que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas pourquoi les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas meilleures aujourd'hui. Nous sommes quand même quelques décennies après la fin de la décolonisation. Donc pourquoi je vous dis cela ? C'est parce que M. Macron, il nous met tous dans une situation intenable. Premièrement, c'est lui qui, après des années où il a expliqué toute la journée que c'était de la faute de la France, a radicalement changé en déclarant que le Sahara occidental était une partie marocaine. Il a quand même validé le voyage officiel de Rachida Dati, ministre de la Culture, dans un déplacement dans le Sahara occidental. De la même manière, il a validé la politique sur l'immigration de M. Bayrou et de M. Macron, et tout d'un coup, il les lâche en race campagne, alors que nous avons une situation mais alors comment vous d'OQT. Tout ça ? C'est du double langage. Et le double langage, sur un tel dossier, quand on est attaqué et que le ministre de l'Intérieur est lui-même ciblé par le régime algérien. Voilà, c'est encore le énième péché d'orgueil. Mais c'est tenable alors pour M. Retailleau que vous soutenez, je le précise, dans la course à la présidence LR. Je vais vous dire une chose, Bruno Retailleau, il fait de ce point de vue un parcours remarquable. Il dit les choses telles que nous... Certains lui reprochent de ne pas les faire maintenant, comme le Rassemblement National. Mais parce que le Rassemblement National, il est en panique. Il voit très bien que Bruno Retailleau est en train de recueillir le soutien de millions de Français qui se disent on a enfin quelqu'un à droite qui assume une politique de sécurité, de rétablissement de l'ordre tel qu'on peut l'attendre, avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans majorité quand même. Bon, donc ça ne tiendra pas très longtemps. Et je ne vois pas comment on peut aller comme ça jusqu'en 2027. Mais le sujet aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on puisse au moins, nous, à droite, incarner à l'intérieur, avec le soutien de Gérald Darmanin à la chancellerie, au ministère de la Justice. Il s'y voit aussi pour 2027. Oui, mais enfin ça, écoutez, vous avez raison, mais on en reparlera. On en reparlera. Mais moi, dans l'immédiat, oui, tout à fait. Mais à plus d'un candidat à droite, de toute façon, on ne sera pas au deuxième tour. Donc, il ne faut pas se raconter des blagues. C'est le fameux duel Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Sur lequel vous alertez depuis longtemps. Donc, moi, ce que je vous dis là-dessus, très simplement, c'est qu'on a, avec Bruno Retailleau, c'est une des 3 personnalités qui comptent dans ce pays. Vous avez Édouard Philippe dans les sondages, Marine Le Pen et Bruno Retailleau. Et moi, je dis aux militants de ma famille politique, ne vous trompez pas.
nous sommes dans une situation tellement grave que si on élit à la tête de LR Bruno Retailleau, ça veut dire qu'on a une personnalité qui est capable d'incarner une alternance. Bon, j'entends ce que vous pensez donc de Laurent Wauquiez. Mais après, moi je regarde les enquêtes d'opinion. Vous pensez bien que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver notre pays. Elle ne peut être sauvée que par une politique de droite et de rétablissement de l'ordre. Qui l'incarne aujourd'hui ? Écoutez, je suis désolé, c'est Bruno Retailleau. Pour conclure, qui a dit ceci selon vous, Jean-François Copé ? Je vous cite la phrase. Aujourd'hui, le système politique ne génère plus de grands personnages comme jadis. Et la politique est devenue un métier du spectacle. Le monde politique d'aujourd'hui n'est plus mon monde. Je ne le comprends pas. Je regarde ça avec un très grand détachement. Quand je regarde les discours aujourd'hui des responsables politiques, il n'y a rien. Il n'y a aucune ambition, il n'y a aucune foi, aucune passion. Ce sont des mots que l'on a alignés. On lit une note faite par ses collaborateurs. Selon vous, qui ? Ce ne serait pas Jean-Louis Debré. Exactement. Mais je vais vous dire une chose, parce que j'ai fait le lien avec le fait que Jean-Louis nous a quittés hier. Jean-Louis Debré, c'était un peu l'oncle bienveillant pour les bébés Chirac qu'on était. Voilà, on était toute une bande à soutenir Jacques Chirac face à Édouard Balladur parce qu'on n'avait pas aimé la trahison, parce qu'on trouvait qu'il y avait du panache et parce que Jacques Chirac, il nous a rappelé que la politique, c'était un métier, qu'il fallait être maire, député, ministre, élu, battu. Et à un moment, peut-être, les Français considèrent qu'on est prêt parce qu'on a une profondeur historique, on a vu les Français, on a partagé avec eux des émotions et des épreuves. Jean-Louis Debré, c'était celui qui faisait le coaching. Il nous a appris tout ça avec son caractère, beaucoup d'humour, beaucoup de susceptibilité, une personnalité. Et là où il a raison, c'est que c'était l'époque où les chanteurs avaient de la voix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du panache. C'est du bien panache. ce qui manque. Merci Jean-François Copé. Merci. C'est votre grande interview. À bientôt et bonne journée à vous. Merci.